Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre le Collimateur et Paroles d'Histoire, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin, c'est la fatigue, comme toujours en compagnie d'André Loez. Bonjour André. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et à tous, et nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette série de podcasts sur les conflits oubliés ou méconnus du grand public français. Il s'agit de la guerre de 1812. Alors, non pas l'invasion de la Russie par un natif d'Ajaccio, mais de l'autre côté de l'Atlantique, le second conflit anglo-états-unien, une guerre oubliée même en partie aux États-Unis, si on en croit le titre du livre que l'historien Donald Hickey lui avait consacré en 1989, The War of 1812, A Forgotten Conflict. En Grande-Bretagne, c'est même pas oublié, parce qu'en fait, en gros, personne ne s'y est jamais vraiment intéressé. Et pourtant, c'est un conflit complexe, passionnant, comme on va le voir, avec de nombreux héritages contemporains, comme l'hymne national des États-Unis composé à l'époque. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Marie-Jeanne Rossignol. Bonjour. Bonjour et merci de m'inviter. Vous êtes professeur émérite d'histoire américaine à l'université Paris-Cité. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur les premières décennies de la République des États-Unis, dont Le ferment nationaliste aux origines de la politique extérieure des États-Unis chez Belin, et puis plus récemment Noir et blanc contre l'esclavage, une alliance anti-esclavagiste ambiguë aux États-Unis chez Cartala. C'est hyper intéressant comme histoire parce que c'est un épisode qui à la fois paraît assez lointain et méconnu et en même temps qui a énormément d'air de famille avec la période actuelle. Alors je précise à tout hasard qu'on enregistre cette émission début juillet puisque tout ça part d'une question de guerre commerciale qui dégénère, c'est-à-dire de sanctions appliquées, pas appliquées et d'une montée des tensions qui fait que, in fine, plus personne n'a de levier, donc on finit par se faire la guerre, mais dans peut-être un espèce de triangle problématique qu'il faut replacer entre les États-Unis d'une part, la Grande-Bretagne évidemment, et puis la France comme le troisième pôle du triangle. Alors peut-être est-ce que vous pourriez nous replacer ces tensions début 19e? En fait, je vais faire un peu la pub pour le livre issu de ma thèse, Le ferment nationaliste aux origines de la politique extérieure des États-Unis 1789-1812, qui est un livre qui raconte très bien comment, à partir de 1794, en fait, au moment où les guerres se développent en Europe, les Américains vont devenir les transporteurs de toute l'Europe. Et évidemment en relation avec leur possession coloniale. Donc le sucre, pour éviter, en fait les Américains sont neutres, donc pour éviter d'être arraisonnés par les uns et par les autres, au milieu de l'Atlantique, les Européens confient leurs biens coloniaux aux Américains. Ce qui génère une richesse très très importante aux États-Unis qui leur permet d'effacer les différentes dettes qu'ils pouvaient avoir de reste de la guerre d'indépendance. Et cette prospérité, à partir de 1805, va être remise en cause. Comme les Anglais se trouvent un petit peu étranglés progressivement après 1805 par la puissance de Napoléon sur le continent, ils vont essayer de stopper l'approvisionnement des Européens par les Américains et ils vont prendre peu à peu des ordres en conseil, donc un certain nombre d'ordonnances qui vont essayer de mettre le commerce américain à plat, ou en tout cas de le freiner en direction de l'Europe. Voilà. Donc c'est à partir de 1805, c'est l'historien Bradford Perkins qui note ce tournant, que soudain, les Américains sont bloqués dans leur richesse commerciale par essentiellement quand même la Grande-Bretagne, qui est maîtresse des mers et qui donc peut les bloquer. Puis, à partir de 1808, de toute façon, par le blocus continental, donc c'est l'autre versant du trio, au fond, la Grande-Bretagne d'un côté les bloque sur les mers, mais le blocus continental bloque aussi les Américains qui ne peuvent pas donner les gages à Napoléon que celui-ci attendrait. Voilà. Et c'est pas un simple conflit commercial, c'est un conflit commercial entre une ancienne métropole et son ancienne colonie. Donc il y a aussi des enjeux derrière les aspects purement commerciaux de richesse, des enjeux de prestige, d'honneur, de réimposition d'une domination jugée insupportable du joug britannique. Et ça passe notamment sur un enjeu très intéressant qui sont les marins états-uniens qui sont sur ces navires dans l'Atlantique que la Royal Navy va arrêter. Un certain nombre d'entre eux, on leur dit, t'es jeune, bien portant, tu sais tirer sur une corde, tu vas te retrouver matelot de Sa Majesté, matelot britannique. Ils font ce qu'on appelle c'est-à-dire l'engagement forcé d'un certain nombre de marins aux États-Unis, et ça passe quand même assez mal. Alors ça passe d'autant plus mal que la plupart de ces marins sont à l'origine quand même des Britanniques qui, pour fuir les guerres de l'Empire, les guerres napoléoniennes et de l'Empire, vont rejoindre la marine marchande américaine, tout simplement en jump ship, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans les ports de Baltimore, etc., où la marine britannique fait une pause pour récupérer des provisions, etc.
Et à ce moment-là, ils deviennent déserteurs, ils ne remontent pas à bord de leur bateau, mais ils passent incognito, plus ou moins, dans la population américaine. Ils se font naturaliser assez rapidement parce que les lois de naturalisation demandent simplement, je crois, 2 ans de résidence dans les années 1790. Oui, c'est pas 2025. Là, c'est en train de changer. Voilà, c'est sans doute pas les mêmes conditions. Voilà, donc ils deviennent des citoyens américains très rapidement. Et même avec des papiers américains en règle, ils peuvent être faits prisonniers d'une certaine façon par la marine britannique en haute mer. Et ces incidents qui se multiplient eux aussi après 1805, la marine britannique est même prête à tirer sur des vaisseaux de la marine américaine, où elle pense pouvoir trouver soit d'anciens sujets de Sa Majesté, soit des marins qu'elle voudrait tout simplement prendre. Eh bien, la population américaine commence à sentir vibrer sa vraie fibre patriotique contre l'ancienne métropole. On peut dire que tout ça se traduit aussi dans le paysage politique états-unien qui est toujours une migraine absolue de comprendre comment ça se place, parce qu'en plus c'est une démocratie avec pas tant de monde que ça, donc ils réussissent à faire 1200 sous-divisions aux différents partis. Mais enfin, le fait est que la vie politique états-unienne est globalement divisée entre 2 grandes forces et qui justement ont une relation différente à la fois à la Grande-Bretagne et à la fois à la France. C'est-à-dire d'un côté, il y a un parti républicain, démocrate républicain, qui est plutôt républicain, quoi. Donc il y a une petite fibre française, une petite fibre anti-britannique, et de l'autre, il y a un parti fédéraliste. Peut-être expliquez-nous comment tout ça se révèle et quelle est en gros la balance des pouvoirs dans la politique états-unienne à ce moment-là, quoi. Alors en fait, si on commence toujours, il faut reprendre avec toujours les guerres de la Révolution de l'Empire. C'est vraiment là qu'une nouvelle donne se met en place. En gros, à partir de 1794, on voit très clairement se diviser les deux pôles dans la vie politique américaine, ceux qui vont soutenir la France, implicitement, explicitement, et ceux qui vont soutenir la Grande-Bretagne, en général assez explicitement. Ceux qui soutiennent la Grande-Bretagne et qui veulent renouer avec elle commercialement le plus vite possible, ce sont les fédéralistes, voilà, et qui sont un peu plus conservateurs. Encore ils sont extrêmement modernisateurs sur des tas de plans. Ils veulent que les États-Unis aient un État fort avec une banque nationale, etc. Ils veulent aussi qu'il y ait une industrie aux États-Unis. Donc, ils ne sont pas simplement des conservateurs. Ce sont des progressistes, d'une certaine façon. De l'autre côté, il y a les fameux républicains démocrates dont les leaders sont à la fois Thomas Jefferson et James Madison. Et je crois que c'est important de faire référence à ce team. En France, on connaît assez bien Thomas Jefferson, mais derrière, le penseur, l'idéologue fort aussi, c'est quand même James Madison. Alors, qu'est-ce qui va les distinguer ? On sait bien que Thomas Jefferson est un agrarien, c'est-à-dire que lui, à l'époque, dans les années 90... On peut préciser, Thomas Jefferson est président avant Madison. Voilà, dans l'ordre. Donc, en fait, dans les années 90, ils sont déjà plus ou moins au pouvoir, mais sans être président. Thomas Jefferson est vice-président de 1796 à 1800. Et lui, sa philosophie, c'est l'agrarianisme, donnant du pouvoir aux petits propriétaires fonciers. Voilà. À partir de 1800, l'équilibre entre les deux partis, jusque-là, il y avait eu une alternance, en fait, va peu à peu peser en faveur des républicains démocrates. C'est-à-dire que les fédéralistes commencent à être en chute libre. Un bon signe qu'on donne toujours, c'est qu'à partir de 1808, John Quincy Adams, qui sera président dans les années 1820 et dont le père a été le président fédéraliste John Quincy Adams, claque la porte au parti fédéraliste et rejoint le parti républicain démocrate. Voilà. Alors qu'est-ce qui distingue ces républicains démocrates ? C'est que eux, ils ont idéologiquement une grande filiation avec la Révolution française, et en particulier, Thomas Jefferson a dit beaucoup de bien des années de terreur. Il n'a pas hésité à dire qu'il fallait que le sang coule parfois pour que la liberté se mette en place. Donc, c'est quelqu'un La partie abolition de l'esclavage, c'est moins net. Par contre, ça, c'est OK. Voilà. La partie abolition de l'esclavage, c'est pas le rayon de Thomas Jefferson à l'époque. Mais en tout cas, l'autre aspect, c'est donc l'affiliation avec la Révolution française et ses années les plus démocrates. L'autre aspect important, c'est quand même le fait de donner le pouvoir à tous les hommes blancs, c'est-à-dire leur donner la capacité de voter, élargir le droit de vote. Et ça, Jefferson, et
évidemment Madison, sont des démocrates dans ce sens-là. C'est donc à partir de 1800 qu'il va y avoir un abaissement progressif de toutes les limitations du droit de vote dans les États. Et ça va leur donner énormément de popularité, puisqu'évidemment, pousser pour que tous les hommes blancs propriétaires, ou même parfois pas propriétaires, aient le droit de vote, c'est quelque chose d'extrêmement moderne à l'époque et extrêmement populaire aux États-Unis. Comment est-ce que Madison, donc, qui a été secrétaire d'État, en gros en charge de la politique extérieure, donc qui a déjà été impliqué dans toutes ces questions de tarifs, d'embargo, de saisie de bateaux, etc., dans les années 1800, devient président en 1809, comment est-ce qu'il en vient à la décision de la guerre qui intervient en juin 1812 ? Il y a quand même une série d'événements qui font que la marine britannique tire sur le bateau de Chesapeake en 1807 pour prendre des marins. Ça fera beaucoup l'opinion, c'est très bien relayé dans l'opinion. Il ne faut pas oublier que c'est quand même le pays où les journaux sont distribués quasiment gratuitement par la poste dans tout le pays, et où il y a un taux de lettrisme extrêmement élevé. Premier élément. Deuxième élément, c'est quand même les guerres avec les Indiens. Il faut savoir qu'en fait, depuis 1794-1795, règne une paix assez mitigée autour des Grands Lacs. Les Indiens de la région sont armés. C'est une région qui est maintenant dans l'escarcelle des États-Unis. C'est ce qu'on va appeler le Nord-Ouest. Cette région du sud. Donc le Grand Lac, on peut. Le sud des Grands Lacs. Voilà, mais on peut rappeler, c'est aujourd'hui, c'est le Michigan, etc. L'Ohio, l'Indiana. En fait, c'est. Mais je veux dire, c'est pas le Nord-Ouest. Ouest d'aujourd'hui, c'est l'Ouest de ce que sont les États-Unis à l'époque. Exactement. C'est-à-dire que c'est une région bien particulière qui est au nord de la rivière Ohio et qui est limitée à l'ouest par le Mississippi. Et dans cette région-là, donc c'est l'État de Indiana, Illinois et futur Michigan, futur Wisconsin, il y a des tribus indiennes, des nations indiennes, qui elles continuent à être, elles sont sur le territoire officiel des États-Unis, tel que le traité de 1783 avec la Grande-Bretagne l'a fixé, mais elles sont sur un territoire où il y a assez peu de colons. Et elles continuent à être alimentées en armes par les Britanniques qui considèrent que cette région, très proche de la frontière du Canada, donc qui est la région frontalière du Canada, est une région sur laquelle ils peuvent encore exercer de l'influence et déstabiliser les États-Unis, les empêcher de s'avancer. Dans cette région, les États-Unis ont nommé un gouverneur qui s'appelle William Henry Harrison, qui achète des terres par tous les moyens possibles et imaginables. Il est prêt à signer un traité avec une faction minoritaire dans une nation pour pouvoir avoir les territoires alors que la majorité de la nation n'en veut pas. Enfin, il est prêt à tout. Et peu à peu, cette pression territoriale par laquelle le gouvernement fédéral achète les terres pèse sur les Indiens, ce qui aboutit à une sorte d'alliance entre deux frères, Tenskwatawa et Tecumseh. Ces deux frères, l'un est un prophète, l'autre est un guerrier, vont s'allier autour d'une idéologie messianique de rassemblement de tous les Indiens d'Amérique du Nord. Tecumseh, par exemple, arrête de boire de l'alcool. Enfin, il y a véritablement un rejet de la colonisation et de ses soi-disant bienfaits. Et armés par les Indiens, armés par les Anglais, les Amérindiens donc de cette région vont pouvoir faire un certain nombre d'incursions auxquelles William Henry Harrison veut mettre un terme par une bataille en 1811, qui est la bataille de Tippecanoe, qu'il gagne, mais sans tuer Tecumseh. Voilà. Donc les Amérindiens constituent une menace dans la mesure où ils sont soutenus par la Grande-Bretagne. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect, la presse, les questions commerciales. Deuxième aspect, la question des Indiens du Nord-Ouest, qui est quand même assez vitale pour les Américains. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans la manière dont se déroule le début de la guerre, puisque pour qu'une guerre soit officiellement déclarée aux États-Unis, il faut un vote du Congrès. On a beaucoup entendu parler au moment des frappes trumpiennes en Iran. Le Congrès n'a pas voté, est-ce que c'est une guerre, pas une guerre, etc. C'est des enjeux toujours très importants. Et là, c'est le vote le plus serré de l'histoire diplomatique des États-Unis, avec un certain nombre de gens qui sont très réticents, paradoxalement,
au nord-est, dans les villes côtières, où on fait beaucoup d'affaires avec la Grande-Bretagne. C'est aussi eux dont les bateaux sont souvent inspectés, donc on pourrait se dire finalement ils ont intérêt à la guerre. Finalement, la guerre est très impopulaire pour eux, et inversement, il y a une coalition plutôt de gens du sud, de l'ouest, des gens du Tennessee, du Kentucky, qui vont se retrouver à être ce qu'on commence déjà à appeler des faucons, des warhawks. Donc là, on va avoir une coalition qui montre qu'en gros, cette guerre, elle est dès le départ pas populaire pour tout le monde. Alors, elle est pas populaire. Déjà, rappelons-nous qu'il s'agit d'une démocratie où il va y avoir beaucoup de votes serrés. Je pense par exemple à un vote qui m'a beaucoup intéressé, c'est le vote de déportation des Indiens en 1830, la loi qui va être mise en œuvre pour permettre la déportation des Indiens du sud-est de l'autre côté du Mississippi. Elle va se passer à quelques voix. Donc c'est une démocratie qui est extrêmement active et qui va connaître ces années de plus grande activité de toute façon jusqu'en 1840-45. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que les villes du Nord-Est protestent ? C'est parce qu'elles sont très impactées. Elles n'ont pas simplement subi les assauts de la marine britannique, mais elles subissent aussi le poids des lois d'embargo. C'est-à-dire que c'est dès 1807, le président Jefferson, soutenu ensuite par Madison en 1809, met en place un certain nombre de lois d'embargo qui font que le commerce est étouffé par l'intérieur. On n'attend pas que les Britanniques saisissent les bateaux, on va... Et ça, moi j'ai essayé de le comprendre dans mon livre en disant qu'au fond, pour des gens comme Jefferson et Madison, ce qui était déjà important à l'époque, c'était l'expansion vers l'Ouest et leur électorat de l'Ouest, qui est vraiment une des réserves de voix du Parti républicain-démocrate. Il est évident que pour les gens qui sont à l'Ouest, qui sont des fermiers, et qui commencent à essayer de penser aux États-Unis en termes d'un marché intérieur, cette loi d'embargo est moins importante que pour ces fameuses fortunes commerçantes qui sont établies sur les côtes de l'Est depuis 20 ans. Voilà. Faut rajouter à ça un truc qui a l'air complètement incroyable aujourd'hui, mais le fait que les États-Unis de l'époque ont quand même une relation très contrariée aux faits militaires et à l'outil militaire, et le fait que, c'est très contre-intuitif quand on voit à la fois la succession des guerres, leur utilisation de l'outil militaire pour conquérir des terres, pour remplir en quelque sorte le continent américain, etc. Mais le fait qu'ils n'ont pas vraiment d'armée, ils ont quelques restes de la guerre de sécession. D'indépendance. D'indépendance, tout à fait. Et que par ailleurs, ils n'ont pas particulièrement envie de faire plus. C'est-à-dire c'est très divisé aussi. Il y a une énorme réticence qui peut en rappeler d'autres plus récentes à investir, à emprunter, etc. Il y a une idée que, l'armée, on s'en servira, si on en créera une si on en a besoin, mais là, pour l'instant, il n'y a pas besoin, quoi. Oui, ça fait partie quand même de l'arsenal idéologique du pays qui s'est créé, en fait, contre l'idée d'un pouvoir despotique, d'un pouvoir tyrannique et d'une armée qui serait au service d'un dictateur possible. Et Jefferson, justement, est très critique de Napoléon. Et il dit, voyez Napoléon, comment il a saisi en militaire la démocratie française et comment il l'a réduit à la tyrannie. Pour lui, Napoléon est vraiment l'ennemi. Alors, il y a donc l'héritage, républicain anglais, c'est cette idée qu'au fond, il faut se méfier de la tyrannie, ce qui vient, qui est un héritage idéologique, politique qui remonte à la Renaissance. Et puis, plus récemment, il y a quand même l'opposition républicain-démocrate contre fédéralistes. Dans les années 1790, Alexander Hamilton, le secrétaire au Trésor, qui est une personnalité importante, veut pousser pour qu'il y ait une armée américaine de qualité qui permette en fait aux États-Unis de tenir leur place parmi la famille des nations. Et ça, vous savez, il y a ce texte assez fondateur des États-Unis qui s'appelle les Federalist Papers, le Fédéraliste, écrit en partie par James Madison, où clairement les États-Unis disent on va faire un État fédéral parce qu'on a besoin d'une marine, avant tout, mais aussi d'une armée pour tenir notre place. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est que c'est des conflits de temporalité, c'est-à-dire encore le côté, si on a besoin, on peut lever une milice, et puis c'est des gens qui ont 2 bras, 2 jambes, et qui peuvent tenir un fusil, on va s'en sortir.
déjà, c'est discutable en soi, mais l'infrastructure qui est une marine, le temps que ça prend pour construire un bateau, pour l'entretenir, pour former un équipage, etc., là, on est sur une temporalité où l'idée qu'on puisse construire une marine, si on en a besoin, elle est complètement absurde. Et c'est ça qui est fascinant, c'est le fait que ça a l'air de ne pas vraiment les effleurer, l'idée que, en fait, il faut prendre un peu d'avance si un jour on veut avoir une marine qui est capable au moins de donner le change à la Royal Navy, quoi. Voilà, ils ne veulent pas particulièrement prendre le temps, se donner les moyens, aussi parce qu'ils imaginent quand même qu'ils sont à l'abri. Et en 1805, donc, ils ont 20 ans derrière eux de mise à l'abri de leur pays en étant neutres. C'est quand même une stratégie qui est assez affichée, à la fois d'isolement des conflits européens. C'est ce que George Washington avait annoncé en 1797, et d'entrisme dans les affaires commerciales de l'Europe et du monde sous le drapeau de la neutralité. Voilà. Avec des paradoxes, c'est que même avec une marine assez réduite, ils tiennent la dragée haute à la Navy, notamment parce que, c'est sans doute une des raisons aussi du pari de la guerre pour Madison, c'est que cette Grande-Bretagne, évidemment, en apparence, c'est la superpuissance avec des centaines de navires et une expérience militaire gigantesque, mais on les a déjà battus, et 2, ils sont pris par un conflit gigantesque à l'échelle mondiale, et donc ils auront assez peu de ressources finalement à se consacrer à cette guerre. Donc c'est un pari assez raisonnable au fond qui se révèle en partie gagnant, cette idée que la Grande-Bretagne ne pourra pas mettre toute sa force militaire et navale contre ces jeunes États-Unis. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que les Anglais sont très vexés par cette déclaration de guerre, parce qu'ils ont l'impression que c'est aider Napoléon. Oui, ils sont poignardés dans le dos, quoi. Voilà, c'est un poignard dans le dos. Et c'est un bon calcul jusqu'en 1814, parce que malheureusement, en 1814, les guerres européennes s'arrêtent et les Anglais rapatrient immédiatement des hommes en direction de l'Amérique du Nord, ce qui va aboutir à ce que, quand même, je pense, les Américains n'ont jamais vraiment oublié, c'est l'incendie de Washington à l'été 1814, qui fait qu'on va mettre très longtemps à reconstruire en fait les bâtiments. Par la suite, la bibliothèque de Jefferson qui avait été donnée au Congrès est brûlée à cette occasion. Donc, non, je crois que c'est que Jefferson ensuite donne sa bibliothèque puisque la première bibliothèque avait été brûlée. Donc, c'est un moment, je pense, là, d'humiliation délibérée de la part des généraux anglais, qui va marquer le nationalisme américain. Et pour moi, la guerre de 1815, en dépit de ce que j'ai pu dire dans ma thèse et dans mon premier livre, c'est vraiment le moment fondateur du nationalisme américain, un nationalisme qui peut aussi compter sur une certaine prospérité de la nation et sur sa force, sur sa surface. Voilà. Peut-être est-ce qu'on peut replacer les différents théâtres d'opération de cette guerre. Donc vous avez déjà mentionné le point d'orgue qui est l'incendie de Washington. C'est quand même, ça arrive plutôt vers la fin, c'est quand même une guerre qui est... Alors c'est intéressant, elle est à la fois navale et terrestre, et elle est un peu à front renversé. C'est-à-dire on se dit, les Américains ils sont quand même chez eux, donc sur Terre, ils vont bien réussir à latter les Anglais qui ont quand même beaucoup de soldats pris en Europe. En fait, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Et inversement, on se dit la Royal Navy va écraser les 3 bateaux qui se battent en duel des Américains. Et en fait, c'est beaucoup moins simple. Donc peut-être en commençant par la guerre terrestre, c'est-à-dire il y a quand même un certain nombre d'opérations entre ce Canada, pré-Canada, pré-indépendance, et les régions les plus septentrionales, disons, des États-Unis. Il y a un petit moment d'hubris au début de la guerre où les Américains pensent que le Canada va les rejoindre. Enfin, donc il suffit d'avancer avec quelques colonnes en direction du Canada et des Grands Lacs, soit par New York, soit par les Grands Lacs, et on va pouvoir rallier soit les Québécois, soit les Canadiens qui habitent dans l'Ontario. Et c'est pas du tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils sont repoussés. Ils vont être très vexés de cette situation et pouvoir reprendre à partir de 1813 la frontière canado-américaine. Donc il y a cette volonté qu'on avait vue déjà pendant la guerre d'indépendance de créer un grand États-Unis en direction du Nord. Et c'est marrant puisque vous aimez faire des petits rapports avec l'actualité contemporaine, mais au fond, qui est-ce qui habite dans ces régions ? C'est soit les Québécois à qui la Grande-Bretagne vient a donné il y a quelques décennies le droit de pratiquer leur religion et beaucoup de liberté en fait,
alors que les Américains sont très protestants, soit des habitants de l'Ontario actuel, qui sont des loyalistes, réfugiés, fidèles à la couronne depuis la guerre d'indépendance. Donc en fait, il y a une assez grande incapacité qui se révèle des Américains à percevoir qu'ils ne sont pas populaires de l'autre côté de la frontière. Voilà. Donc ça, c'est un premier théâtre d'opération. Voilà. Vous voulez dire, il y a un léger parallèle avec une situation contemporaine où des Américains se croiraient plus populaires qu'ils ne le sont auprès des Canadiens, quoi. Oui, je pense, en fait, c'est assez net. Au fond, pour les Américains, à l'époque en tout cas, l'idée qu'il y a une identité nationale canadienne, c'est pas quelque chose du tout d'inné. Ils ne l'imaginent pas. Ils pensent qu'on va tomber dans leur escarcelle, enfin que les Canadiens vont tomber dans leur escarcelle. C'est pas du tout ce qui se passe. Et même, c'est le moment où l'identité nationale canadienne va un petit peu se figer, se renforcer et devenir vraiment canadienne. Voilà. Pour illustrer ces déconvenues du théâtre d'opération du Nord, on peut citer, à peine 2 mois après la déclaration de guerre, la reddition de Détroit, le fort, donc l'actuelle ville de Détroit, au départ c'est un petit fort militaire, et du coup les Britanniques se sont alliés avec le fameux Tecumseh, ce chef militaire amérindien, et ensemble ils ont réussi à battre à plat de couture la garnison qui est obligée de se rendre, donc c'est un beau revers dès le début de la guerre. C'est un beau revers, mais ça dure qu'un an, puisque au bout d'un an, William Henry Harrison, celui qui est en charge de tout le territoire au sud des Grands Lacs, va réussir dans une deuxième bataille. Il y a eu Tippecanoe en 1811, et là il y a la Battle of the Thames. Il va réussir à battre... de la Tamise, qui n'est pas la Tamise originale. Non, c'est pas la même. Mais on aime bien nommer un peu des trucs comme au pays dans la région. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, 1813, les Américains reprennent leur position, ils vont les tenir. Il y a aussi des batailles navales sur les Grands Lacs qui sont... ça nous paraît... vu de l'autre côté de l'Atlantique, ça paraît évidemment un petit peu... comique, ces batailles navales, mais c'est assez important puisqu'elles vont aboutir quand même à la démilitarisation de la zone après la guerre. Et les Grands Lacs vont devenir cette zone où on peut traverser assez facilement sans que ça constitue une frontière absolument insurmontable. D'une manière générale, on peut dire, c'est quand même quelque chose d'assez marquant, c'est que c'est une guerre assez... importante, vous l'avez dit, d'un point de vue identitaire pour les Américains, pour les Canadiens, pour tout le monde, etc. Et puis, c'est quand même pas grand-chose, ces opérations, quoi. C'est quand même des opérations de quelques milliers d'hommes, de quelques navires dans le meilleur des cas, voilà. Alors quand, au même moment en Europe, c'est les guerres napoléoniennes qui, on fait plus de morts en une seule bataille au même moment en Europe que dans l'intégralité de cette guerre simultanée, quoi. Oui, c'est peut-être un regard téléologique sur la guerre de 1812 qui nous l'a fait voir comme importante. Moi, j'ai tendance à la trouver importante, en particulier quand on regarde le dernier théâtre d'opération, qui arrive juste sur la fin, c'est-à-dire le sud des États-Unis, les États de Georgie, Alabama, jusqu'à la Louisiane, où Andrew Jackson... donc ça, on peut peut-être préciser. Donc il y a toute une phase, peut-être on parlera de la guerre navale, mais la guerre navale, simplement dire que de manière contre-intuitive, les Américains, en fait, remportent un certain nombre de victoires. C'est un peu des escarmouches, etc. Il n'y a pas une grande bataille. C'est jamais la bataille de la Chesapeake. Voilà. Ouais, notamment le USS Constitution, avec ce magnifique nom qui a réussi à prendre le HMS Guerrière. Voilà, et les gens de la Navy étaient quand même très surpris. Ils pensaient que ces marins états-uniens ne seraient pas au niveau, quand même. Et là, à plusieurs reprises, il y a des prises de navires emblématiques. Ouais. Bon. Et donc voilà, ils réussissent un peu, et il y a, alors peut-être on va parler de ce moment à Washington, mais enfin il y a un dernier front qui est des Britanniques qui veulent ouvrir un dernier front sur le sud des États-Unis, notamment autour de la Nouvelle-Orléans, et c'est face à ce débarquement britannique que notamment Andrew Jackson, le futur président, va s'illustrer. Voilà, en fait, il y a deux type d'opération que mène Andrew Jackson. D'abord, une guerre en 1814, au printemps 1814, contre les Indiens Creek alliés aux Britanniques, qui sont donc dans les États ce qu'on appelle aujourd'hui le Deep South. Et c'est une bataille qui, sur le moment, tout de suite est perçue comme très importante, car elle permet de dicter des termes de traités absolument incroyables aux Creeks et aux Cherokees qui n'ont rien fait, qui ne sont pas alliés aux Anglais parce qu'ils étaient des voisins, se retrouvent livrés à Andrew Jackson et à son idée bien particulière de qu'est-ce que c'est qu'une victoire. Alors,
Pourquoi c'est important ? C'est parce que bien sûr, il n'y a pas des dizaines de milliers de morts qui décèdent dans les batailles. En revanche, ce qui va être gagné à l'issue des batailles d'Andrew Jackson contre les Creeks, c'est quasiment l'étendue de la Belgique, dans le sud des États-Unis, qui est promise à une occupation rapide des colons. Donc là, il s'agit d'une guerre coloniale. À l'intérieur des guerres de l'Empire. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement, à l'intérieur de cette période de guerre de l'Empire, qui paraissent un peu traditionnelles, au fond, c'est les puissances européennes qui se battent entre elles, il y a cette guerre d'un type assez nouveau, c'est une guerre coloniale qui se mène. On a vaincu en 1813 les Indiens du Nord-Ouest qu'on va déplacer vers de l'autre côté du Mississippi. Mais Tecumseh a été tué. Voilà, Tecumseh a été tué à cette occasion. Et il y a la bataille contre les Creeks, donc la bataille de la Horseshoe Bend, à l'issue de laquelle des territoires gigantesques changent de main. Voilà. Et la réputation d'Andrew Jackson, elle est déjà faite en partie dans le pays à ce moment-là, et l'arrogance britannique qu'on voit, les Anglais pensent que c'est sur mer, ils vont écraser les Américains. Sur terre aussi, les Anglais pensent en janvier 1815 qu'ils vont pouvoir écraser les Américains, rentrer à la Nouvelle-Orléans, bloquer la navigation du Mississippi, etc. Or, ils sont cueillis d'une façon... C'est ce que j'aime... Quand je relisais en préparation pour l'émission, je pensais à la bataille d'Azincourt. En fait... c'est une petite bataille d'Azincourt, la bataille de la Nouvelle-Orléans, où il y a 1000 Américains derrière un parapet qui attendent les Britanniques qui viennent en rang serré, comme les chevaliers français à Azincourt, se faire tuer les uns après les autres. Même le général Pakenham se fait tuer. Les Anglais sont obligés de partir avec leurs morts comme ils peuvent en rembarquant sur leur bateau. Ils n'auront jamais pu vraiment débarquer. Et ça... venant à la suite de la victoire sur les Creeks, et c'est la conquête territoriale que ça représente, ça va fixer l'image d'un homme, Andrew Jackson, qui va ensuite profondément modeler ce que vont être les États-Unis du 19e siècle. Et quand on sait que, justement, pour faire des petits parallèles avec l'actualité, c'est le modèle de Donald Trump, là, on voit que la guerre a eu, pour les Américains, un sens quand même très très profond. Il a façonné leur nationalisme. Pour accompagner cette éviction des Amérindiens dans un certain nombre de lieux, il y a tout un discours qui est réactivé, qui pouvait exister déjà à l'époque coloniale, mais qui est réactivé en disant « les Britanniques sont vraiment des sauvages, ils s'allient avec des sauvages », on diffuse des gravures montrant les alliés des Britanniques, ces Amérindiens qui scalpent de valeureux soldats américains, etc. Et du coup, il y a aussi toute cette dimension de représentation de l'autre qui peut être réactivée dans la presse et dans les discours publics aux États-Unis à l'époque. Oui, et qui arrive finalement à point nommé, au moment où on va changer de politique envers les Amérindiens. Thomas Jefferson, lui, puisqu'il ne voulait pas avoir une armée forte, cherchait essentiellement une politique, d'assimilation progressive avec les nations indiennes, une politique d'assimilation qui était de plus en plus jugée comme inefficace, qui ne permettait pas aux colons d'avancer suffisamment vite. Après la guerre de 1815, on va pouvoir réactiver d'autres idées sur les Amérindiens qui ne sont pas civilisés, en particulier, alors qu'un certain nombre de nations ont joué le jeu de la conversion au protestantisme, de la conversion à l'agriculture occidentale. Donc on peut réactiver toutes ces images à la suite justement des batailles de la guerre. Alors, évidemment, petite anecdote, mais quand même, pendant la bataille de la Horseshoe Bend, les troupes de Andrew Jackson coupent le nez de tous les morts sur le sol, ce qui prouve que quand même la question de la civilisation est posée. Qui est bien civilisé à ce moment-là, voilà. Généralement pas Andrew Jackson. Ouais, j'ai vu en préparant l'émission que il y a d'ailleurs des campagnes de presse contre lui avec des cercueils en disant il a fait exécuter des miliciens, il a fait exécuter des gens de manière illégale, etc. Et que déjà à l'époque, le fait que ce chef de guerre soit très glorieux, c'était une chose, mais il y avait aussi quand même la conscience qu'il avait un peu outrepassé ce qu'on attendrait d'un homme digne respectant les lois. Tout à fait. Il y a toute une légende noire de Andrew
Andrew Jackson qui se répand dès l'époque en tant que général. Il fait, je crois, exécuter au moins un jeune soldat de 17 ans qui n'avait pas exactement obéi à ses ordres immédiatement, donc sans procédure. Enfin, c'est quelque chose qui est tout à fait hors des procédures. Ça n'était pas arrivé depuis la guerre d'indépendance. Voilà. Et il fait mettre en prison un juge à la Nouvelle-Orléans. Et ça, c'est quand même aux États-Unis quelque chose d'important, puisque quand même tous les présidents disent que c'est le règne de rule of law, le règne de la loi qui s'applique aux États-Unis. C'est ça qui va les distinguer de la tyrannie, de l'absolutisme, etc. C'est le grand truc de Tocqueville quand il se balade aux États-Unis. Voilà. Il dit qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce pays, c'est que c'est les juges qui décident, quoi. Voilà. Les juges, la loi, et qui fait participer le pays où on fait participer tout le monde à des petits jurys populaires, etc. Donc Andrew Jackson, lui, il met les juges en prison. Et ensuite, devenu président, il n'hésitera pas à pratiquer, à mépriser les avis de la Cour suprême, à poser son veto à toute une série de lois qui ont été votées par la majorité du Congrès, etc. Donc, on renoue au moment de cette guerre avec un style de direction du pays qui n'avait pas du tout été le style de Washington, Adams, Jefferson, et même des présidents comme Madison, qui est aussi une personne tout à fait posée. Il y a un épisode que vous avez déjà évoqué, mais il faut peut-être rentrer dans le détail, parce que c'est souvent pour ça qu'on se souvient de cette guerre, c'est donc l'incendie de Washington, qui est hyper intéressant, parce que c'est à la fois symboliquement extrêmement important, en même temps manifestement stratégiquement et militairement pas tant que ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont réussi à le faire, les Anglais, c'est que c'était pas particulièrement défendu. Alors est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer comment ça s'est fait, quelle place ça prend, disons, dans cette campagne, en l'occurrence amphibie, c'est-à-dire d'abord navale puis terrestre, des Britanniques? C'est-à-dire, les Britanniques essayent de prendre pied aux États-Unis. En fait, c'est un peu ça, si vous regardez la série des événements. À partir de 1814, quand ils sont plus nombreux, ils essayent de prendre pied dans le Maine, puis ils descendent le long de la côte, et donc il y a cette tentative d'invasion de la Chesapeake, et quand vous remontez finalement le fleuve Potomac, qui se jette dans la Chesapeake, vous arrivez à Washington. Là, ils n'arriveront pas à prendre pied vraiment à Baltimore. En revanche, ils vont voler, entre guillemets, des esclaves qui vont soit les rejoindre pour les piloter, soit les rejoindre pour être sauvés, soit ils vont tout simplement les prendre, leur offrir l'abri de leur bateau. Donc, c'est une campagne qui vise à prendre pied aux États-Unis, à humilier, et faute d'une grande incursion, à humilier les Américains en les touchant dans ce qui commence déjà à leur donner mauvaise réputation en Europe, c'est cet esclavage. Qui est en Angleterre. Il y a eu, en 1808, l'abolition de la traite internationale, et l'étape suivante, c'est l'amélioration des conditions des esclaves, voire l'abolition de l'esclavage. Alors, une fois à Washington, les troupes anglaises font pas les choses à moitié. Il y a déjà un bâtiment du Capitole, il y a déjà une maison présidentielle, il y a déjà une bibliothèque. Tout ça part en fumée. Tout ça part en fumée, et de façon assez humiliante, parce que les Anglais, les deux généraux, vont dîner à la Maison-Blanche avant de brûler la Maison-Blanche. Donc, on peut dire que Madison et sa femme, d'ailleurs, s'étaient enfuis, paraît-il, avec un portrait de George Washington sous le bras pour rejoindre l'armée américaine en campagne plus au nord. Et donc, c'est vide. Et apparemment, la table était déjà dressée, donc ils se sont posés à table pour dîner. Voilà. Écoutez, oui. Moi, je ne connaissais pas le fin de l'histoire, mais ce qui est certain, c'est qu'ils vont donc manger pour se moquer finalement de ce pouvoir postcolonial qui se porte pas si mal, puisque les États-Unis sont une puissance commerciale tout à fait respectée à l'époque, et ensuite ils brûlent effectivement sans faire le détail. Il y aurait une histoire à écrire de l'appropriation des lieux symboliques de l'adversaire. Je pense à l'Empire allemand qui s'unifie dans la galerie des glaces de Versailles, du wagon de rotonde, etc. Bon, là, ça y renvoie. Alors, Washington est prise et brûlée, mais Baltimore résiste, et la résistance de Baltimore, elle est immortalisée par un avocat témoin de la scène qui compose un poème patriotique plein d'emphase, et qui du coup joue un rôle important, puisque c'est ce qui devient connu comme Star Spangled Banner, l'hymne national. Oui, qu'on ne peut pas chanter, les personnes ordinaires ne peuvent pas le chanter, il faut des chanteurs d'opéra pour le chanter. Donc voilà. Mais c'est certain On n'avait pas l'intention d'essayer.
Mais ce qui est certain, c'est que ça rentre dans cette construction du nationalisme. Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas par hasard non plus que c'est à ce moment-là que l'hymne national est élaboré. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does the star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Oui, alors on peut peut-être en dire un mot des paroles, parce qu'elles sont intéressantes. Hein. Qu'est-ce qui surgit dans la nuit même, dans une nuit déchirée par les balles, par les projectiles? Le drapeau, même en gros, même si matériellement on peut être endommagé, et du coup il y a évidemment la prise de Washington juste derrière, même si matériellement on peut perdre des choses, l'idée nationale, elle, restera toujours. Et la sacralisation du drapeau, hein, qui est... alors, ces derniers temps, je n'ai pas entendu parler de désacralisation du drapeau, mais il y a eu dans les années 80-90 des artistes qui mettaient délibérément un drapeau américain à terre et le piétinaient, et tout de suite ça suscitait d'immenses controverses. Donc il y a la sacralisation de certains symboles du nationalisme américain démarre avec la guerre de 1812. Voilà, même si ça ne devient hymne national, sauf erreur qu'en 1931, Ouais. donc dans un autre contexte. Donc, c'est une guerre qui... La capitale est brûlée, et pourtant, c'est quand même les Américains qui gagnent à la fin. Est-ce qu'on peut dire peut-être quelque chose des modalités de résolution diplomatique du conflit qui mettent un moment... Enfin, c'est intéressant, parce que c'est des négociations de paix qui ont lieu en Europe, donc évidemment, ça met un délai par rapport aux opérations qui se tiennent en Amérique. Voilà, en gros, pourquoi et comment est-ce que ça se termine ? Alors, parce que d'abord, il y a une délégation, je pense, il y a une délégation de négociateurs qui est envoyée en Europe. Et ce qui est remarquable, c'est que cette délégation n'est pas reçue, puisque c'est quand même l'été 1814, hein, où les choses se passent plutôt bien pour les Anglais quand même. Pendant que ça brûle. Pendant que ça brûle. En gros, quand les Américains réussissent à convaincre les Anglais qu'il faut négocier finalement d'égal à égal. Et ça, les historiens l'attribuent à Henry Clay, hein, un de ces jeunes élus de 1810 du Congrès, qui est un war hawk, donc un faucon de guerre. Et Henry Clay, apparemment par un mélange d'argumentation habile et aussi de parties de cartes très tard dans la nuit avec les Anglais, où il réussissait à boire beaucoup plus qu'eux, sans perdre le fil de ses idées. Henry Clay arrive à dominer ces négociations, à convaincre les Anglais qu'il faut finalement rester sur le statu quo, rien changer, et rendre les esclaves, et les Anglais finiront par, non pas les rendre, hein, mais à payer une indemnité plus tard de compensation. Voilà. Donc ça, c'est très fort, ça tient à Clay, et de toute façon, la négociation est terminée, je crois, le soir de Noël 1814, alors que la victoire de Andrew Jackson est du 7 janvier 1815. Donc en fait, la situation est résolue dans l'intérêt des deux parties, avant même que sur place ait lieu la victoire qui va rester quand même la plus emblématique de la guerre. Donc celle de la Nouvelle-Orléans. Voilà. C'est donc une résolution
plutôt à l'avantage des États-Unis dans la mesure où il y a toute une série de choses des années 1820 qui vont en quelque sorte confirmer les événements de la guerre et les raisons pour lesquelles on a fait la guerre. Je pense notamment à la prise de la Floride, le fait que la Floride va faire partie du territoire des États-Unis, et puis aussi à cette proclamation adressée aux puissances européennes en 1823, très connue sous le nom de doctrine de Monroe. Mais finalement, la doctrine de Monroe disant aucun interventionnisme des Européens dans l'hémisphère des Amériques, on ne peut pas la comprendre si on ne se souvient pas que 10 ans avant, c'est les armes à la main qu'on a dit que les Britanniques n'avaient plus leur mot à dire sur ce qui se passait aux Amériques. Oui, en fait, la guerre inaugure une période de grand, ce que j'ai appelé nationalisme et d'assurance pour les États-Unis. Parce qu'elle va aussi arriver, il faut voir qu'à la fin de la guerre, c'est aussi la période où il y a des guerres d'indépendance latino-américaines. Donc, les Nord-Américains ont l'impression que de toute façon, tout le continent est en train de jouer le jeu anticolonial et qu'ils vont se retrouver avec des alliés. Alors ça se passera peut-être pas si bien que ça avec leurs voisins latino-américains, mais dans un premier temps, ils sont assez contents, et Henry Clay en particulier, de voir que les nations latino-américaines se débarrassent aussi des Espagnols. Donc il y a un contexte international après 1815 qui fait que pour les Américains, non seulement eux ont un peu l'impression d'avoir gagné la guerre, mais ils ont l'impression que les Européens, les puissances coloniales, sont en train de perdre du terrain plus globalement. Voilà. Alors les autres choses qui vont les rassurer, et surtout les encourager, c'est que, d'une certaine façon, après la guerre, ils vont tirer les leçons du conflit. Juste en 1815, les Anglais pratiquent un dumping commercial pour relancer donc, leur rôle de puissance commerciale dans la zone. Et là, les Américains disent « c'est fini, on ne sera plus noyé par les productions industrielles des Anglais, on peut être aussi fort qu'eux ». Et c'est là qu'ils vont lancer les premiers tarifs protectionnistes. Bon, là aussi, il y a une actualité de ces tarifs protectionnistes, mais les Américains ont protégé leur commerce à partir des années qui suivent immédiatement la guerre de 1815. Et c'est là que c'est hyper intéressant, c'est qu'en lisant et en racontant tout ça, on a un peu l'impression que Trump est complètement bloqué à cette époque-là, en termes de pensée économique, en termes de pensée économique et commerciale, que globalement c'est le logiciel 1820, c'est-à-dire il faut protéger l'économie, il ne faut pas recevoir des marchandises bon marché de l'extérieur, etc., qui est par ailleurs totalement antithétique, comme vous l'avez expliqué, avec ce qui vient avant, où au contraire les États-Unis étaient la puissance libre-échangiste par excellence. Oui, voilà, ils changent de braquet complètement, ils changent de leur fusil d'épaule, ils deviennent une puissance protectionniste, et c'est là que quand même il va y avoir des débuts d'élitement de l'unité nationale. C'est que ce protectionnisme intéresse le Nord, ce protectionnisme intéresse les États de l'Ouest, mais il intéresse beaucoup moins les États du Sud qui, grâce à la victoire d'Andrew Jackson, vont bénéficier d'une immense zone où ils peuvent cultiver du coton. Voilà. Et donc, en fait, les années d'émergence de la culture du coton, c'est quand même plutôt après 1815 qu'il y a ce boom colossal dû à ces nouvelles terres. Donc, au fond, la guerre précipite une sorte d'union nationale un petit peu à l'ancienne, protectionnisme, etc. Mais elle précipite aussi l'empire du coton. Et, voilà. Et du coup, ce qui, au passage, permet de se réconcilier avec la Grande-Bretagne, parce que les fabriques du Lancashire ont besoin du coton du sud des États-Unis, et que finalement, la guerre de 1812, c'est un épisode malheureux dans le contexte des guerres napoléoniennes, mais on ne va pas en tirer une animosité très durable, et au contraire, il y a des formes d'échange et de réciprocité qui vont se mettre en place et amener progressivement vers la relation spéciale du XXe siècle. Tout à fait, et d'ailleurs, si on regarde les années qui suivent immédiatement la guerre, il y a énormément d'apaisement diplomatique. Il y a le traité de 1818 sur le partage de l'Oregon, qui à l'époque est défini comme une très grande région qui va de la British Columbia actuelle au Canada au nord de la Californie actuelle, en 1818. En 1817, il y a le traité sur les Grands Lacs qui prévoit la démilitarisation. Et puis en 1842, une grande partie, par le traité Webster-Ashburton, il y a en fait, là, on balaye sous le tapis tous les conflits qui restaient. Donc au fond, les deux pays font la paix progressivement dans les années qui vont suivre. Du coup, peut-être pour terminer, tout ça pose évidemment une question centrale, c'est, puisque c'est une guerre qui est si importante symboliquement, où, bon, Washington brûle, on a aussi l'hymne, etc., etc.,
pourquoi est-ce qu'elle est si oubliée encore aujourd'hui aux États-Unis, où on ne peut pas dire qu'on regorge de références pour un pays qui est quand même structurellement obsédé par son histoire, par ses mythes fondateurs, etc. Entre les mythes fondateurs de la guerre du Mayflower, si on veut, de la guerre d'indépendance, etc., de la guerre de sécession, on a l'impression que celle-là, elle tombe un peu de nulle part. Est-ce que c'est parce que, à votre avis, on n'est pas obligé de donner une réponse définitive, mais est-ce que c'est parce qu'elle est effacée par l'immense boucherie qu'est la guerre de sécession et le profond traumatisme que c'est, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons, à votre avis ? Oui, alors déjà, je commencerai par ce que vous avez donné comme raison, c'est-à-dire la guerre de sécession a tendance à gommer les conflits précédents sur le terrain. D'ailleurs, même la guerre d'indépendance, si vous regardez le nombre de films, il y a très peu de films... The Patriot. Il y a très peu de films sur la guerre d'indépendance. Donc les conflits précédents sont pas mal gommés. Alors je dirais que en fait, ce sont les événements militaires stricto sensu de la guerre de 1812 qui sont oubliés, mais elle a été réinjectée énormément dans le récit national tel que les historiens ont voulu le réécrire quand même ces dernières années. Vous savez que donc une interprétation quand même majeure de ces 2 dernières décennies, c'est de voir l'histoire des États-Unis à travers le prisme de l'esclavage. Ce qui se passe aux États-Unis après 1815, c'est la même chose qu'à Cuba, c'est-à-dire une dynamisation de l'esclavage, alors que cette institution s'effondre dans les colonies britanniques et s'effondre aussi dans les colonies françaises. Les Américains et les Cubains, c'est un peu les 2 seuls, vont dynamiser l'esclavage, ce qu'on appelle le deuxième esclavage, second slavery. Or, si vous lisez tous ces livres-là, en fait, tous ces livres sur le deuxième esclavage, ils sont profondément imprégnés de la guerre de 1812. De même, les livres sur les Amérindiens, il y a aussi aux États-Unis en ce moment une histoire importante de redécouverte en fait du tissu amérindien, de la dépossession amérindienne. Tous ces auteurs réinjectent la guerre de 1812. Donc je pense que c'est plutôt les événements militaires stricto sensu et surtout les batailles sur les Grands Lacs, etc., qui paraissent un peu désuètes. Mais en revanche, je pense que le rôle d'Andrew Jackson, les batailles dans le Sud... tout cela apparaît, et même la dépossession des Indiens du Nord-Ouest, tous ces événements sont réinjectés dans d'autres types d'histoires que l'histoire des guerres. Et donc, en fait, c'est important de connaître la guerre de 1812, parce que sinon, vous vous baladez dans cette historiographie de l'esclavage, des Amérindiens, etc., en vous disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais parce qu'en fait... elle est partout dans l'histoire récente des années 1790-1840. Voilà. Mais on espère que plus de gens vont s'y intéresser grâce à vous. Je signale au passage aux personnes que ça intéresse qu'il y a une belle évocation de cette guerre dans un roman historique, le 6e volume de la grande série de Patrick O'Brian sur Aubrey et Mathurin, qui s'appelle Fortune of War, et qui décrit à la fois la grande bataille navale entre la frégate Shannon et Chesapeake, et puis aussi une sorte de huis clos d'espionnage à Boston en pleine guerre, avec les gens qui sont pour, contre Madison, etc. C'est assez fascinant et c'est assez rare comme mise à l'écrit de cette guerre. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit et co-animé par Alexandre Jublin et André Loez, distribué par Minjodio. Comme d'habitude, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon, d'André ou de moi-même, ou par Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Vous pouvez rappeler en passant votre ouvrage, donc Le ferment nationaliste aux origines de la politique extérieure des États-Unis, paru chez Belin. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.